Alors, moi, je vais me présenter. Je suis Edwige Depape, je suis cadre supérieur, chargée de mission sur l'Institut. Et dans mes missions transversales, je m'occupe de la politique des stages, de la politique qualité, de la formation continue qu'on dispense au sein de l'Institut et de la communication de l'établissement de formation. Nous, la certification, c'était un petit peu vécu différemment parce que déjà, nous, on est avec de multiples instances et organismes qui nous contrôlent chaque année. Donc, il y a une partie de cette certification qui ne pose pas de soucis. On va dire que c'est tout ce qui concerne vraiment la formation ne pose pas de problème, c'est plutôt tous les éléments annexes. La certification pour les établissements de formation, elle a surtout débuté avec la loi sur la formation professionnelle qui visait surtout à sécuriser les parcours professionnels. Et là, on va avoir tout ce qui est surtout formation continue, plus que la formation initiale. Nous, on est concernés parce que notre formation professionnelle, elle est faite en formation initiale, mais aussi en formation continue. L'objectif, c'est vraiment l'égalité d'accès et surtout la qualité des prestations. Parce qu'à cette époque-là, lorsque la loi est sortie, un certain nombre d'organismes de formation pouvaient vendre de la formation qui n'était pas du tout dans le développement de compétences professionnelles. On pouvait acheter n'importe quelle formation avec n'importe quel argent. Et donc, l'objectif, c'était aussi de sécuriser les parcours, mais de sécuriser aussi les financements. Donc, on a commencé par une pré-certification, si on veut, puisqu'on est commencé en 2015, à partir de la loi en 2015, un décret est sorti avec la définition de la qualité des actions, avec très peu d'indicateurs, puisqu'on n'avait que 21 indicateurs qui étaient vraiment centrés sur la formation et l'accueil du stagiaire. Ce n'était pas vraiment une visite de certification, puisqu'on avait simplement une plateforme sur laquelle on devait déposer des éléments de preuve. Donc, on déposait ce qu'on voulait. Donc, vraiment, on pouvait attester de notre conformité assez aisément, puisque c'est nous qui choisissions les éléments de preuve. Sauf qu'à cette période-là, on s'est rendu compte que finalement, ce n'est pas l'institut de formation qui est certifié ou qui est visé, ce sont les organismes de formation qui sont associés au numéro de déclaration d'activité. Et donc, on s'est rendu compte de la complexité pour pouvoir attester de nos preuves, puisque dans l'organisme de formation, nous avons donc l'Institut de formation en soins infirmiers, l'IFAS, l'IFAP, nous avons le CESU, et nous avons aussi la formation continue de l'hôpital. Tout le monde rentre dans ce schéma. Alors, on est multi-cycle, on est multi-organisme, avec des pratiques différentes, des orientations différentes. Donc, il faut arriver à se mettre d'accord pour que, finalement, les éléments de preuve soient recevables. Donc, ça a déjà été un premier temps. Il a fallu qu'on se réunisse tous ensemble pour justement définir ce qui était identique à chacun et puis comment améliorer nos pratiques pour qu'on soit dans le même axe, quoi. Donc, nous, on a travaillé un petit peu, on s'est dit que l'intérêt, c'était quand même de rentrer vraiment dans cette démarche qualité, mais de la formaliser, parce qu'elle existe déjà, la démarche qualité, mais on l'a formalisée vraiment au sein de l'Institut. On a créé un groupe de formateurs qui était plutôt partants pour travailler dessus, donc à peu près un tiers de l'équipe. Et on a commencé par essayer de définir une première politique qualité, de retravailler un peu nos processus, puisqu'on ne les avait pas définis, mais on a un peu classé les activités pour justement pouvoir les évaluer et travailler dessus pour les améliorer. On a travaillé justement sur nos documents qualité qui n'étaient pas vraiment des documents qualité, c'était des conduites à tenir, mais qui n'étaient pas vraiment signés, enfin voilà. Donc, il y avait pas mal d'erreurs qu'on pouvait retrouver parce qu'on ne savait jamais quelle version. Donc, on a commencé à travailler là-dessus, à bien formaliser nos documents. Et on a créé des instances. C'est à cette période-là que, justement, on a créé le copier qualité qui a travaillé, réfléchi, la cellule qualité et la cellule gestion des risques, où on a mis en place, justement, les déclarations d'événements indésirables, quelque chose de très nouveau au niveau de la formation, mais qui nous a permis aussi d'améliorer et nos pratiques au sein de l'Institut, mais aussi les liens avec nos partenaires, notamment les partenaires de stage, puisque les étudiants peuvent déclarer aussi tous les événements qu'ils vivent quand ils sont en stage. Et puis, on a travaillé sur la satisfaction des apprenants
mais en élargissant, puisqu'on évaluait la satisfaction par rapport à la formation, vraiment des contenus, et on a élargi justement à l'évaluation aussi sur le stage, à l'évaluation sur plein d'autres éléments. Et donc, on est arrivé à Calliope, qui est notre référentiel. Ce référentiel, il a été défini par réglementation en 2019. On est déjà à la 9e version aujourd'hui, où à chaque fois, on a des éléments de précision. On va retrouver donc tous les organismes certificateurs, et contrairement à l'hôpital, on peut avoir de multiples organismes pour certifier l'information. C'est-à-dire qu'un organisme peut se faire accréditer par COFRA pour faire justement être certificateur sur la marque Calliope. Parce que Calliope, finalement, c'est qu'une marque. Et donc, on peut avoir n'importe qui comme auditeur, pas forcément quelqu'un de la formation. Un auditeur formé à l'audit et qui vient évaluer nos pratiques. Donc, c'est parfois un peu compliqué parce qu'il faut expliquer nos fonctionnements, nos particularités, parce qu'on n'est pas sur de la formation comme dans un centre de formation continue où on vient faire 3 jours de formation, hein, quand on a 3 ans avec des périodes de stage et de multiples instances et partenaires, c'est parfois compliqué à faire comprendre à l'auditeur. L'objectif de cette certification, c'était vraiment d'avoir une plus grande lisibilité sur l'offre de formation, mais c'est aussi de garantir les financements. C'est-à-dire que nous, si on n'a pas de certification, on n'est plus financé. Il faut savoir que sur les instituts de formation, 95% du financement est public. On est à 85% financement région, et le reste, c'est le financement des organismes paritaires, donc des OPCO. Donc, complètement public, si on n'a pas la certification, on ne peut pas travailler. Mais c'est un petit peu différent dans le sens où nous, on a déjà tous les ans l'évaluation de la région, de l'ARS et de la DRET. Donc, avec tout ça, c'est un peu difficile de passer à travers les mailles. La certification Calliope, elle est valable 3 ans. Donc, on a une visite initiale, on a un audit de surveillance à peu près à mi-chemin et l'audit de renouvellement. Nous, on va avoir notre audit de renouvellement au mois d'octobre, là. On a déjà passé l'audit initial et l'audit de surveillance, sans souci, avec une certification complète conformité sur tous les critères. On doit démontrer, alors nous, c'est un petit peu différent, ils ne vont pas se promener un peu partout dans l'Institut. L'auditeur se présente, nous avons préparé tous les documents et il sollicite le document qu'il souhaite et on lui montre. Donc, on doit démontrer de l'information fiable, précise, accessible. On doit démontrer de l'adaptation des formations aux besoins de l'apprenant. Nous sommes sur des programmes avec des programmes très cadrés, puisque c'est réglementé, c'est fortement réglementé. Donc, on répond obligatoirement à la certification, enfin, au moins aux éléments de contenu. Les formateurs qualifiés, compétents, des conditions d'accueil et d'accompagnement, des moyens techniques et pédagogiques. Alors, ce qui est important, là, c'est quelque chose de nouveau pour nous, même si, dans la démonstration en tout cas, parce qu'au quotidien, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, mais il fallait arriver à trouver le moyen de le démontrer, c'est l'inscription dans l'environnement professionnel. Parce que même si on travaille avec les partenaires de stage où on est déjà dans l'inscription professionnelle, l'intérêt, c'est quand même de montrer que les parcours et la formation va permettre l'adaptation au poste futur. Et ça, c'est parfois un petit peu compliqué. Et puis, une transparence sur nos chiffres et résultats. Donc, on avait quelques points sur lesquels on devait travailler. Donc, au tout début, quand on a mis en place notre réflexion pour préparer notre audit initial, on s'est fait accompagner. On a fait ce choix parce que formation continue, institut plus CESU, comment arriver à démontrer qu'on a des pratiques communes, mais aussi des éléments qui sont complètement différents. Donc, on a préféré se faire accompagner par un organisme et on a choisi AFNOR, puisque c'est aussi AFNOR qui nous certifie et qui passe nos audits, enfin, qui nous font passer nos audits. Et on a essayé justement d'uniformiser un peu nos pratiques, même si on fait des choses complètement différentes. Donc ça, c'était notre premier temps. Et puis maintenant, on se voit régulièrement pour travailler et avancer.
Ce qui est surtout important, c'est qu'on a avec Calliope 32 indicateurs. Sur ces 32 indicateurs, il y a des indicateurs qui sont des éléments clés et des éléments de vigilance, parce qu'un indicateur en non-conformité fait qu'on n'a pas du tout la certification. Il n'y a pas droit à l'erreur. En gros, les éléments clés sur cette certification, sur lesquels on ne doit pas avoir de non-conformité majeure, c'est tout ce qui concerne l'analyse du besoin et tout ce qui est accompagnement de l'apprenant. Et ça, c'est un point fort dans notre institut, puisque tout le suivi pédagogique est bien formalisé, tracé. Mais ce qui était nouveau, c'était tout ce qui était accompagnement en situation de handicap. Et donc là, il a fallu travailler vraiment sur la traçabilité. Tout ce qui est objectif, prestation, évaluation, conforme aux certifications, ça, il n'y a pas de souci, puisque on est évalué chaque année et par la région, l'ARS et la DRETS. La qualification et le développement des compétences des intervenants, ça, c'était souvent un point faible. Les intervenants, enfin, les formateurs permanents, ça ne pose pas de souci. C'est géré par le service RH, donc la documentation est conforme. Là où on est souvent en difficulté, c'est lorsqu'on fait appel à des intervenants extérieurs, des formateurs occasionnels, où bien souvent, on n'arrive pas à avoir les justificatifs de leurs compétences. Et ça peut justement entraîner des non-conformités majeures. C'est-à-dire qu'un formateur occasionnel, lorsqu'on fait appel, c'est parce qu'il y a une compétence particulière et il faut normalement, à travers le diplôme, le CV et éventuellement tout ce qui est formation continue, montrer que les compétences, elles sont là et qu'on en a besoin. Ça, c'est quelque chose de difficile, c'est un point faible sur lequel on travaille. Et puis, tout ce qui va être mis en place de démarches d'amélioration continue que l'on fait régulièrement, à la fois avec nos enquêtes et puis à la fois avec les déclarations d'événements indésirables. Ce qui nous pose souci aujourd'hui, c'est qu'on a intégré le handicap, mais de plus en plus, on intègre le handicap avec un accompagnement très spécifique. Et on se rend compte quand même qu'il y a quelques limites à l'intégration de ces parcours individualisés. Dans nos handicaps, on retrouve de plus en plus. Il faut savoir que dans l'Institut, on a un référent handicap, on a des dossiers de suivi spécifiques et des accompagnements mis en place qui parfois peuvent nous questionner sur justement demain, quel professionnel. Quand on a un étudiant qui arrive avec une déclaration, enfin un document conforme sur, alors les dyslexies, on n'en parle pas, c'est quelque chose de courant, mais sur de la dyspraxie, sur de la dyscalculie, j'en passe d'autres, sur des pathologies qui peuvent relever de la psychiatrie. Nous, on les prend en charge, on les accompagne, ils ont souvent leur certificat, il y a un accompagnement bien formalisé, mais demain, quid du professionnel. Et en même temps, on se rend compte que ces étudiants qu'on accepte sont parfois en grande difficulté dans leur quotidien et on ne les amène pas forcément jusqu'au diplôme. Donc, parfois en troisième année, on les amène justement envisager de faire autre chose. C'est peut-être un peu tardif. En tout cas, on se rend compte que cette certification qui nous impose de vraiment mettre en évidence et d'accompagner au maximum le handicap, parce que c'est vraiment un critère de non-conformité majeure, nous fait réfléchir, nous aussi aujourd'hui, dans nos pratiques futures, parce qu'on arrive à un moment donné peut-être à certaines limites. Voilà. Avez-vous des questions ?